Bonjour à tous, c'est un grand honneur pour moi de lancer ce webinaire intitulé Politique budgétaire pour le secteur de la pêche dans certains pays africains, organisé dans le cadre de la plateforme française d'échange et de coordination interministérielle sur la mobilisation des ressources intérieures publiques. Donc, la mobilisation des ressources internes dans le secteur halieutique, sujet qui va nous intéresser durant ce webinaire, nous est apparu au sein de la plateforme comme un thème incontournable au carrefour entre l'écologie et les politiques fiscales. Aussi, la plateforme a souhaité bénéficier de l'expertise du monde de la recherche et donc Giovanni Okaili, chargé de recherche au Centre international pour la fiscalité et le développement, l'ICTD, et l'Institut d'études du développement, a mené une brillante étude en collaboration avec la plateforme. Et cette étude avait pour objectif principal d'évaluer la contribution actuelle et potentielle du secteur de la pêche à la mobilisation des ressources intérieures en Afrique subsaharienne. Donc, il sera le premier à prendre la parole au cours de ce webinaire. Il présentera un résumé de ses travaux, donc un état des lieux de la situation, les principales conclusions et recommandations qui ont pu être tirées de l'étude. Ensuite, finalement, face au constat préalable qui est fait que la question de la contribution du secteur halieutique aux ressources intérieures et le préalable, c'est celui de la bonne gestion de la ressource. Henri Casella, consultant en économie de l'environnement, s'interrogera alors sur les questions de la durabilité des pêches face aux grands défis environnementaux. Et enfin, Tristan Hirschinger, expert sur les questions de subventions aux pêcheries à l'Institut international du développement durable, présentera les négociations qui ont lieu actuellement entre les membres de l'OMC concernant les règles visant à limiter les subventions pour contribuer à assurer l'utilisation et la conservation durable des ressources marines. Donc, avant de donner la parole à Giovanni, je voulais remercier encore nos intervenants d'avoir accepté de participer à ce webinaire. J'en profite aussi pour féliciter Giovanni encore une fois pour son travail qui a été d'une grande qualité et qui a su aussi s'adapter au manque de données, exploiter au mieux les informations dont il a pu disposer pour en tirer les recommandations les plus pertinentes qu'il va vous exposer d'ici peu. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Pour les téléspectateurs, donc je précise que c'est un webinaire franco-anglais puisque les interventions seront parfois en français, parfois en anglais, voire même peut-être parfois un mélange des deux. Mais vous pouvez choisir la langue qui vous convient, vous, en tant que spectateur. Chaque intervention devrait durer environ 10-15 minutes. Et nous vous invitons à formuler vos questions sur l'onglet questions-réponses qui est à votre entière disposition. Et donc, à la fin des interventions, nous soumettrons vos questions à nos experts après leurs interventions respectives, mais à la toute fin du webinaire. Et vous pourrez même d'ailleurs lever la main et on pourra éventuellement ouvrir le micro quand les questions écrites seront épuisées. Donc, merci à tous d'être présents. Bon webinaire et Giovanni, I turn the floor over to you. Thank you. Merci beaucoup, Émilie. Bienvenue à tous. Alors, je vais partager mon écran pour donner une vision d'ensemble des résultats de ce rapport. Alors, nous allons commencer avec une vue d'ensemble de l'état actuel de la pêche, le rationnel pour la taxation, et ensuite la pêche en Afrique subsaharienne, les caractéristiques, les contributions aux ressources domestiques, et puis comment améliorer cela. En 2018, la production de pêche a atteint 179 millions de tonnes autour du monde, surtout pour une consommation humaine. La plus grosse partie de cette production se situait dans quelques pays, notamment les plus gros producteurs, donc 80% pour la production de la pêche de capture et il y a encore une plus forte concentration dans la pêche dans les eaux domestiques. Alors, la pêche a plus que doublé en Afrique subsaharienne
alors que cela baisse partout ailleurs. Les produits halieutiques sont consommés de plus en plus partout dans le monde. Cela représente une proportion considérable des protéines consommées chaque jour, et notamment dans les pays à bas revenus. La consommation des ressources halieutiques a augmenté plus de 2 fois plus vite que la croissance démographique depuis 50 ans. Et cela s'est multiplié par 4 dans les pays à faible revenu. Et c'est le produit le plus hautement échangé. Et donc, 38% de la pêche en 2018 était échangée internationalement, et notamment provenant de pays à bas revenus. La pêche a énormément d'emplois également. Il y a à peu près 60 millions de personnes employées dans ce secteur. À peu près un cinquième sont des femmes. Il y a des différences entre les activités de pêche et puis de post-pêche. Et il y a surtout les femmes dans les activités post-pêche. Il y a beaucoup de vaisseaux partout dans le monde, à peu près 4,5 millions selon les dernières statistiques. La plupart de ces bateaux et de ces emplois se trouvent en Asie, mais l'Afrique prend la deuxième place. Si nous regardons la taille des flottes, nous voyons qu'il y a des différences notoires entre le continent africain et le continent asiatique. Les flottes en Afrique subsaharienne sont surtout composées de bateaux non motorisés, ce qui montre les activités, les différences d'activités. La contribution dans le secteur artisanal est significative, et la plupart des chiffres disponibles dans ce secteur sont des estimations au mieux. Il y a un manque terrible de données concernant le nombre de personnes employées directement dans ce secteur, le nombre de vaisseaux, ainsi que la taille de la capture dans ce secteur. Ce qui est de plus en plus clair, c'est que la croissance de la production dans le nombre de personnes employées dans ce secteur n'est pas durable. En 2018, plus d'un tiers des ressources halieutiques étaient surexploitées, et c'est une tendance qui continue depuis plus de 40 ans, avec une augmentation de plus de 20% de ressources qui sont considérées comme étant surexploitées depuis les années 1970. Et nous voyons les différences dans les niveaux de pêche durable ou non durable des ressources biologiques. La Méditerranée, notamment la pêche qui est la moins durable, suivie par l'Atlantique, alors qu'une bonne partie de l'océan Pacifique est encore pêchée de manière durable. Ce qui est clair également, c'est le changement climatique et la surpêche jouent un rôle considérable dans la durabilité. La surpêche est de loin la raison principale pour laquelle il y a un développement négatif de l'utilisation de ces ressources. Plus important, cela ne concerne pas uniquement la pêche en mer, mais également dans les eaux intérieures, où nous manquons encore plus de données. Mais toutes les données disponibles montrent qu'il y a également de plus en plus de pression. Il y a quelques bonnes nouvelles. Il y a de plus en plus de preuves qui montrent que la gestion des ressources a énormément d'importance pour la nature durable de la pêche. Lorsqu'il y a des stratégies de gestion intenses, par exemple, la reconstitution des stocks permet une pêche durable. Il faut donc comprendre quel type de gestion puisse être adapté à chaque situation.
Et la majorité des opérations de pêche sont encore nuisibles parce que généralement la pêche est ouverte. Donc, quiconque a envie de pêcher peut le faire. Il y a très peu de limites là-dessus. Alors, comment s'assurer une exploitation optimale en termes économiques et biologiques? C'est la raison pour laquelle les chercheurs ont commencé à regarder la gestion de la pêche dans les années 1950. De longue date, on s'est focalisé surtout sur les pays à haut revenu, avec très peu d'attention prêtée aux pays à bas revenus. Ce que montre la littérature, c'est que l'imposition a un potentiel de contribuer à un point d'équilibre biologique et économique. Mais ce que l'on voit également, c'est que le taux auquel les impôts puissent garantir une exploitation des ressources optimales est considéré comme étant injustifié politiquement. Ce serait inacceptable pour les pêcheurs. Il y aurait énormément de résistance. Et notamment, l'objectif est de s'assurer que les ressources halieutiques soient durables et gérées pour l'assurer. Donc, il faudrait réduire le nombre de personnes employées dans ce secteur. Et généralement, ce serait un problème politique dans le monde. En conséquence, il y a très peu d'exemples d'application d'une bonne gestion grâce à l'imposition sur les revenus dus à la pêche, que ce soit dans les pays à revenus élevés ou à revenus faibles. Il y a quelques études intéressantes pour montrer les bénéfices, notamment. Et parfois, il est plus simple de mettre une taxe sur la capture elle-même, mais il y a très peu d'exemples de ce type de taxation pour gérer la pêche. Notre point pertinent concernant la logique derrière la taxation, c'est une taxation spécifique à un secteur n'est justifiée qu'une fois que la pêche est rentable. Donc, il faut qu'il y ait des profits avant de pouvoir les imposer. Avant que cela ne se produise, la seule contribution de la pêche serait l'impôt sur la société, la TVA, c'est-à-dire les mêmes taxes que dans d'autres secteurs économiques. Il y a quelques charges propres à la pêche, donc obtenir une licence, mais ils sont également mal vus par l'industrie de la pêche. Et cela contribue au secteur de la pêche et pas au coffre public. Et de toute façon, les frais ne suffisent pas pour couvrir les frais de gestion de la pêche, qui demanderait énormément d'investissement sur plusieurs aspects. Donc, la pêche, en général, voit un niveau de subvention très élevé. Ainsi, il serait pertinent que même dans les pays à haut revenu, le secteur de la pêche touche de l'argent public, plus qu'il ne paye des frais. Donc, il pourrait avoir une contribution positive aux ressources domestiques, notamment dans les pays à bas revenus en Afrique subsaharienne. Donc, si on regarde ce qui se passe en Afrique, la plupart des études académiques regardent ce secteur et notamment la contribution à la sécurité alimentaire, parce que la protéine fournit une bonne proportion dans ces pays. Il y a également la contribution à l'emploi, le rôle comme employeur de dernier ressort pour les populations rurales qui n'ont pas d'autres possibilités d'emploi. Depuis les années 2000,
La Banque mondiale et d'autres organisations mondiales font les arguments pour une gestion plus logique des ressources halieutiques pour améliorer leur contribution économique aux pays en voie de développement. Et cela comprend l'introduction de frais de licence, une gestion entre les gouvernements locaux, les utilisateurs et les gouvernements centraux. Et puis, réduire l'accès à cette ressource, qu'il ne soit pas ouvert à tous, mais uniquement ceux qui détiennent, par exemple, un permis de pêche. Mais il n'y a pas eu beaucoup de débats autour des ressources halieutiques elles-mêmes, mais uniquement leur contribution aux revenus. Donc, l'impact de ces débats qui a eu lieu au milieu des années 2000, 2010, donc il y a une introduction partielle de certains arguments. Donc, justement, une gestion partagée entre gouvernement local et gouvernement national pour augmenter la contribution du secteur. Mais il y a eu très peu de mouvements vers une réduction de l'accès à la pêche, qui généralement reste ouverte. Donc, il est également très important de reconnaître la nature duelle de ce secteur. Il y a deux types d'acteurs très différents. Et il y a des acteurs industriels, notamment de pays très éloignés, avec plus de réglementation et qui visent des espèces à haute valeur. Il y a également le secteur artisanal qui utilise très peu de technologie et qui pêche d'autres espèces. Et généralement, les parties prenantes au sein du gouvernement ne sont pas les mêmes en termes de gestion. Mais les ressources exploitées par ces deux types d'acteurs sont interreliées, bien sûr, parce que le surpêche d'une espèce aura un impact sur les autres, parce que les écosystèmes sont très complexes et interreliés. Donc, la surexploitation d'une espèce, même si cela augmente, l'impact sera ressenti également par les pêcheurs artisanaux, augmentant la tension entre les deux types d'acteurs avec une baisse des stocks et du coup de plus en plus de pêche illicite, donc déclarée et non réglementée pour une variété de raisons. Donc, que ce soit les acteurs artisanaux en réaction au manque d'alternatives et puis pour les acteurs industriels, parce qu'il y a très peu de capacité de réglementation et de suivi. Donc, les vaisseaux européens, finalement, font état d'à peu près 29% de la vraie capture et la Chine, notamment, uniquement 8%. Et la réglementation change d'un pays à l'autre. Il y a des frais différents, les organes de reporting sont différents. Et un autre point qui émerge, c'est qu'il y a très peu de données disponibles en général sur les acteurs artisanaux. On connaît très peu sur le nombre, donc le nombre de pêcheurs, la quantité de leur pêche, parce qu'en général, c'est un secteur informel et il est donc très difficile de l'observer. Il y a plus d'informations disponibles sur les acteurs industriels, mais très souvent, on ne peut pas s'assurer que les chiffres rapportés soient vrais. Et c'est un obstacle majeur pour améliorer la gestion de la pêche. Il faudrait plus de ressources pour mieux suivre ce qui se passe dans ce secteur. Et une des questions, est-ce que ces ressources pourraient être générées à l'intérieur du secteur de la pêche?
quantification of the revenue contribution of the sector is Ce qui est de virtually quantifier cet apport du secteur au budget, on a très peu de données. Le peu de choses qu'on sait est lié généralement aux accords qui existent entre les États africains et l'Union européenne. On estime que c'est à peu près 400 millions d'euros, même si il y a d'autres accords de pêche avec d'autres nations qui pêchent en eau distante comme la Russie ou le Japon. Mais là, on a très peu de données parce que ces États sont assez discrets. Les critiques qui sont faites sont assez justes, mais il est vrai qu'on ne met pas l'accent sur les autres types de contrats parce qu'on connaît très peu de choses au sujet de ces contrats. Première estimation donc de la contribution du secteur en termes de TVA ou d'autres types de taxes dans les cinq pays choisis, Mauritanie, Sénégal, Guinée, Sierra Leone et Ouganda. On s'est rendu compte à cette occasion que très peu d'informations étaient collectées par beaucoup des parties prenantes nationales sur la contribution du secteur au budget de l'État. Le seul pays qui a pu nous donner une contribution ventilée était l'Ouganda. Aucun autre pays a pu nous dire quelle était la contribution du secteur à telle ou telle taxe. On s'est rendu compte que même pour ce qui est de l'impôt sur le revenu, les données étaient insuffisantes. De même que pour la TVA, cela varie beaucoup d'un pays à l'autre. On est en dessous d'1% de collecte de TVA au Sénégal, à 15% de taux de collecte de la TVA au Sierra Leone. Ces différences sont dues à la fois à l'assiette de la TVA qui varie d'un pays à l'autre. Par exemple, est-ce que la transformation est couverte ou non, ou est-ce qu'il y en a dans le pays? Donc, les estimations sont très difficiles du fait du manque de données. On s'est donc essentiellement fondé sur ce que nous a donné l'Ouganda. En 2018, 1,57 milliards de shillings ont été collectés sur le secteur de la pêche. Mais les différentes estimations varient d'un facteur 30. Based on data, which is not the best actual basis to make this type of exercise. We also had a look at what emerges from just generally the comparison of different countries in the study. Actuellement, regarder les comparaisons entre pays. Et on voit à quel point il est difficile de quantifier la contribution du secteur. C'est vrai pour tous les pays. Les fourchettes sont tellement larges dans ce qu'on trouve dans la littérature qu'il est très difficile d'évaluer la contribution économique du secteur. De 4 à 16% pour la seule Mauritanie.
au Sénégal. Le nombre de bateaux de pêche artisanale serait compris entre 9 000 et 15 000. Donc là encore, beaucoup de flou sur les chiffres. On a quelques chiffres sur les frais payés par les navires étrangers, mais très peu sur l'économie locale nationale. Et très peu de corrélation entre la contribution aux exports d'une part et d'autre part la taille des flottes artisanales et l'emploi. De façon générale, les éléments disponibles montrent que plutôt que de travailler sur la contribution revenu, le mieux est d'avoir plus de données pour concevoir de meilleures stratégies de gestion et rendre le secteur plus durable d'un point de vue économique et biologique, faire en sorte qu'il soit mieux géré et donc contribue davantage au budget de l'État. Comment y parvenir? Je ne vais pas beaucoup parler de subventions puisque ce sera couvert par la présentation suivante. Et l'autre aspect qui est vraiment ressorti, ce sont les accords qui ont un impact sur la contribution et un impact sur la durabilité, la soutenabilité. Il convient de les améliorer en améliorant la capacité de négociation et de suivi des États africains et en promouvant la participation des États aux négociations pour mieux faire entendre la voix des communautés côtières et en facilitant la coopération entre différentes agences dans les pays africains. On sait très peu de choses sur la cogestion des pêcheries entre le gouvernement central et la contribution des pêches artisanales est très mal connue. Tout ceci a des conséquences en termes de revenus et de gestion et devrait faire l'objet d'études plus approfondies. Par ailleurs, on note l'importance d'un développement de la capacité de transformation. Ce serait une bonne chose pour l'emploi et permettrait également de contribuer aux revenus parce que c'est un secteur formel. Mais on ne sait pas si les incitations qui ont été mises en place en ce sens ont pour l'instant eu des conséquences positives. Et je pense que j'ai été un peu long, donc je m'en tiens là. Merci beaucoup, Giovanni. Merci pour ce résumé de vos travaux. Ce n'était pas évident de résumer ce travail que vous avez fait sur plusieurs mois avec des études de données, des études de KPI, des interviews d'experts. Donc, non, vous n'avez pas été trop long compte tenu de tout ce que vous aviez à dire et c'était très clair. Je suis sûre que ça suscitera des questions, de l'intérêt. Merci beaucoup. Du coup, Henri Casella, si vous voulez bien, je vous donne la parole pour nous parler de la durabilité des pêches et face aux grands défis environnementaux. Si vous voulez bien, je vous laisse la parole. Merci.
Merci Émilie. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité donc, dans ce webinaire. Je suis très heureux de pouvoir participer. Je vais commencer le partage d'écran. En espérant que ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez me confirmer que ça fonctionne? Ça fonctionne. Ok, Bon. super, merci. Très bien, je voudrais commencer par féliciter en fait Giovanni pour la qualité de ce travail. Moi, j'ai lu l'intégralité du rapport et j'engage chacun à le faire. C'était vraiment bien écrit, intéressant, précis et voilà, il y avait un vrai soin à apporter des réponses aux questions qui étaient posées dans l'introduction. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à lire ce rapport que j'ai trouvé vraiment complet et vraiment intéressant. De fait, je vais essentiellement parler assez peu du rapport, parce que je le trouve justement très complet. Je vais avoir juste un ou deux commentaires, mais qui en fait ont déjà été dit presque dans la présentation de Giovanni. Je voudrais effectivement me pencher un peu sur les questions d'environnement et de pêche, avec 3 défis à relever en Afrique au XXIe siècle. Et puis en fait, en tirer quelques conclusions de gestion, voilà, quelques pistes qui vont également rejoindre finalement les conclusions du rapport. Donc sur ce rapport, moi j'avais une question, mais je me suis aperçu que Giovanni l'a reposée de nouveau. C'était en fait de savoir, est-ce que le secteur des pêches, globalement, il est généralement dans les pays développés, est-ce qu'il est contributeur au budget de l'État ou pas en fait? Et si la réponse est non, c'est vrai que se poser la question pour les pays du Sud paraît finalement un peu étrange. En tout cas, paraît un petit peu à s'avancer un peu. On demandait beaucoup en fait à ce secteur des pêches. Du coup, la question qui se pose à mon sens, et au sens de toute la littérature que j'ai pu lire, c'est finalement que la gestion des pêches en Afrique, son objectif, ça doit être avant tout effectivement en fait construire les conditions d'une durabilité, compte tenu effectivement des difficultés actuelles et des difficultés à venir. Et donc pour ça, en fait, je parle d'un chemin étroit entre des besoins actuels vitaux. La pêche en Afrique, c'est environ 200 millions de personnes qui subsistent avec la pêche en termes de nourriture. C'est probablement autour de 10 millions de personnes qui y travaillent. En même temps, il y a la nécessité de gérer une ressource qui est menacée à plusieurs titres. Et donc, je voudrais aborder avec vous donc, les défis environnementaux qui se posent pour la pêche en Afrique. Le premier, le changement climatique, je pense que c'est un thème récurrent dans beaucoup de présentations quand on se pose des questions d'avenir et de gestion durable. Pourquoi le changement climatique pour les pêches? En fait, ça a un impact. Le changement climatique, on va avoir un impact sur l'augmentation de la température de l'eau, l'augmentation de l'acidité de l'eau et l'augmentation du niveau de la mer. Déjà, c'est les 3 impacts qu'on peut déjà anticiper sur les écosystèmes marins. Et en fait, ça a des risques, ça a deux conséquences principales, la conséquence principale va être destruction probablement des habitats, donc baisse de productivité des écosystèmes. Tout simplement, moins de poissons, puisque moins de poissons à même de survivre dû à la destruction d'habitats, que ce soit en fait le retrait du trait de côte, que ce soit la disparition par exemple, de coraux. Et puis l'autre conséquence, finalement, c'est la disparition d'espèces, parfois remplacées par des espèces invasives que finalement on ne sait pas exploiter, on ne peut pas exploiter, voire de migration, parfois dans les pays voisins, ce qui peut être aussi source de conflits. Donc il y a, voilà, le changement climatique, c'est un vrai risque. Si on essaie de modéliser ça à l'échelle mondiale, donc là, sur cette carte, elle représente les impacts au niveau mondial. Le gradient de couleur va donc du bleu, plutôt des impacts positifs, au rouge, des impacts très négatifs. Donc l'échelle, c'est le changement en termes de maximum revenue potential, donc de revenus tirés des pêches. Et donc on voit que les pays qui sont sur l'équateur sont clairement les plus impactés. Par ailleurs, ce qu'il faut bien souligner, c'est que les pays africains, une grande partie de leur vulnérabilité, elle est liée effectivement au fait d'être sur l'équateur, mais également au fait de leur peu de capacité d'adaptation, parce que globalement, on va dire un niveau de développement qui est plutôt faible, et donc des difficultés notamment à mobiliser les ressources de l'État pour s'adapter. Quelles solutions à ce changement climatique? Elles sont multiples, mais globalement, l'objectif qui est rappelé de façon assez large, c'est le fait d'aller vers plus de résilience des écosystèmes pour
qu'ils soient à même en fait d'absorber les chocs auxquels ils vont être sujets. Donc ça, c'était pour le premier défi. Le deuxième défi, je vous ai parlé de résilience et de bonne santé des écosystèmes. Le problème de l'Afrique, en termes de secteur des pêches, et encore plus pour l'Afrique subsaharienne, encore plus pour d'ailleurs la pêche littorale, c'est la surexploitation des ressources halieutiques. Ce que vous voyez donc comme tableau, c'est un travail qui est donc qui recense. C'est pas pour l'intégralité de l'Afrique, c'est uniquement pour les 13 pays qui sont le long du courant guinéen, qui se trouve donc c'est un courant avec un ensemble d'écosystèmes qui se trouve le long du golfe de Guinée. Donc ce que vous voyez, c'est en fait une liste de poissons qui sont pêchés dans ce courant. Donc les stocks en rouge sont soit surexploités, soit carrément disparus. Les stocks en blanc, on n'a pas les données, et les stocks en jaune sont à une situation d'exploitation, on va dire, maximum. C'est-à-dire juste un cran avant la surexploitation. Donc là, l'image est assez claire, en tout cas pour ce qui est du golfe de Guinée, qu'il y a des vrais risques de surexploitation de ces stocks et que des mesures en fait, de limitation des captures vont être nécessaires. Il y a un troisième défi qui est finalement un peu le pendant de ce qu'on entend beaucoup sur la blue economy, qui est la blue economy qui est avancée comme un grand secteur de révolution du développement, de nouvelles capacités, de nouvelles opportunités. La Blue Acceleration, c'est tout simplement le fait que les ressources, que l'usage des océans s'est accéléré au cours des 50 dernières années, et elle s'est accélérée comme usage, donc comme source à la fois de nourriture, de ressources et d'espace. Donc là, je vous partage 12 graphiques que je ne vais pas détailler, je vous rassure, mais en fait, qui donne en fait cette image de Blue Acceleration, qui est l'idée que voilà, l'usage de l'océan s'accélère. Pour certains, on peut s'en féliciter. Si on prend le graphique K, donc qui se trouve ici, les Marine Protected Areas, donc les zones maritimes protégées, finalement, la surface protégée a augmenté sur ces 50 dernières années, et on peut s'en féliciter. En revanche, quand il s'agit, on va dire, d'activités non durables, que ce soit le tourisme de croisière ou l'exploitation extractive d'hydrocarbures et de minéraux, voilà, on voit que les risques et l'augmentation des usages vont augmenter et vont aller de façon assez frontale, en fait, perturber les écosystèmes marins. Il faut savoir que sur tout ce qui est l'exploitation des minerais en zone profonde, il y a un moratoire qui a été demandé par des scientifiques puisque justement, on ne connaît juste pas du tout l'impact que ça peut avoir sur les écosystèmes qui pourrait être potentiellement assez dévastateur. Je vous donnerai l'exemple des projets qui sont actuellement en Tanzanie, qui sont situés en fait dans le canal du Mozambique, qui est une des zones en fait les plus riches en termes de poissons pour l'Afrique, qui est vraiment une zone critique en fait pour les écosystèmes africains. Et puis le dernier graphique qui me semble intéressant de souligner également, c'est le dernier en bas à droite, le L, qui parle en fait du plateau continental étendu. En fait, c'est une zone en fait sur laquelle un État peut exercer sa souveraineté, qui se trouve au-delà des 200 000 des eaux territoriales, qui peuvent aller jusqu'à 150 000 au-delà donc des eaux territoriales, et pour lesquelles un État n'a pas le droit n'a pas de souveraineté sur les ressources qui se trouvent dans la colonne d'eau, donc pas de ressources halieutiques, mais par contre des ressources qui se trouvent en profondeur. Et donc là, ce qui est recensé, c'est l'ensemble des demandes d'extension de la zone de souveraineté, enfin du territoire national par les pays qui étaient recensés par l'ONU. Et si l'ensemble de ces demandes sont acceptées, il faut voir qu'il resterait plus que 48% de l'ensemble des fonds marins de la planète qui ne sont pas sous souveraineté nationale. Ça veut dire que 52% seraient sous souveraineté nationale de l'intégralité des fonds marins de la planète. Donc là, en termes d'accélération des usages, on se rend compte qu'on est effectivement dans une accélération qui est même parfois exponentielle. Je voudrais en tirer quelques conclusions et puis peut-être tirer quelques pistes aussi également d'amélioration. Comme une des caractéristiques de la gestion des pêches, c'est que les questions d'environnement, elles sont intimement liées aux questions d'exploitation. C'est-à-dire qu'en fait, la productivité de votre environnement, ça donne quasiment la productivité de votre activité extractive. À moins d'augmenter l'effort de pêche comme on l'a fait dans le passé, mais en fait, on se rend bien compte qu'on atteint des limites dans la capacité d'augmentation de l'effort de pêche, notamment quand on regarde la durabilité. Ce qui veut dire qu'en fait, les solutions
qui sont favorables à l'environnement le sont également à la gestion des pêches. C'est un exemple archétypal de ce qu'on appelle les biens communs, qui a été beaucoup étudié en économie, et notamment une des conclusions de la recherche sur ces questions de biens communs, c'est que finalement, il peut être favorable il peut être intéressant, en tout cas souhaitable, de favoriser les bandits résidents contre les bandits itinérants. Donc, je vais expliquer ces termes. La notion de bandit résident, c'est l'idée que dans des biens communs, finalement, l'accès est difficile à limiter, mais qu'il y a rivalité sur l'utilisation de la ressource. C'est-à-dire que si je pêche un poisson, il ne sera pas pêché par quelqu'un d'autre. C'est très dur, en fait, qu'il y a un intérêt commun à préserver la ressource. Donc, finalement, les comportements, on va dire, individualistes aboutissent à l'exploitation de la ressource totale et à la disparition. Les bandits résidents ont l'avantage sur les bandits itinérants, finalement, d'avoir un intérêt, au bout du compte, à avoir quand même un tout petit peu de durabilité par rapport à des bandits itinérants qui, finalement, exploiteraient toutes les ressources et finalement iraient pêcher dans d'autres eaux plus fécondes une fois que l'écosystème serait exploité. En fait, je ne m'en suis pas rendu compte en préparant cette présentation, mais cette question des bandits résidents est quand même beaucoup liée également à la gestion des pêches et à la gestion de la pêche artisanale. Il faut savoir que quand même la piraterie en Somalie, elle a commencé notamment comme action d'autodéfense contre des actions de pêche qui étaient illégales sur les eaux territoriales somaliennes. Donc en fait, il existe des outils fiscaux, incitatifs et de régulation qui vont être adaptés à chaque acteur. On étudie dans le rapport finalement de Giovanni, on évoque déjà beaucoup de systèmes qui sont associés à la gestion de la pêche artisanale. Il y a effectivement tout ce qui va être paiement pour services environnementaux, il y a des aspects de gestion locale, et tout ça, c'est des choses sur lesquelles effectivement il faut plus de données, plus de recherche. Moi, j'avais envie de souligner un petit peu l'autre aspect. Pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, si on regarde la pêche industrielle, c'est 1% des navires, c'est 75% des captures. Et en fait, il y a une vraie opacité de ce système, de ce secteur, et cette opacité à plusieurs titres. Des accords de pêche d'abord, comme ça a été souligné par Giovanni, mais également des conditions de naturalisation des navires étrangers, c'est-à-dire en fait à partir de quelles sont en fait les modalités pour un navire d'obtenir le pavillon, mettons, je sais pas, du Ghana, du Libéria, et pouvoir pêcher en fait en dehors des accords de pêche et d'exploiter une ressource de façon en fait non durable. Et que je pense que pour le coup, enfin en tout cas à ma connaissance dans la littérature, c'est quelque chose qui n'est pas très étudié. Et en fait, de savoir en fait en termes de conseils, qu'est-ce qu'il faudrait en fait, quels sont les bons types d'accords, puisqu'en fait il existe des joint ventures, il existe tout un panel de possibilités. Il y a une grande opacité et selon une partie de la littérature également des parties de problèmes de financement de financement illégal également. Il y a ça. Une autre piste, c'est également de taxer, voire de réguler les activités de la blue economy qui vont menacer directement les autres activités. C'est quelque chose qu'on a vu pour l'exploitation des ressources d'hydrocarbures et de minéraux, le tourisme également. Je voudrais en fait finir sur le fait qu'il y a une dimension régionale dans la pêche, c'est-à-dire qu'en fait les poissons ignorent les frontières et que un stock surexploité dans un pays le devient assez rapidement dans un autre pays, surtout qu'il y a une forte saisonnalité d'une partie des espèces le long des courants. Il y a des externalités négatives, donc également de pollution, mais également positives finalement de surveillance, si on arrive à se mettre d'accord sur la mise en commun de moyens, la mise en commun d'objectifs. C'est très important d'avoir notamment des taxes, pardon, des amendes qui soient également en ligne, qui soient alignées. Et il y a probablement du coup la nécessité de renforcer les organismes de pêche régionaux qui sont placés sous l'égide de l'FAO, qui actuellement ont quasiment aucun pouvoir, en renforçant effectivement, pourquoi pas la formation, la capacité à négocier ces accords de pêche, pourquoi pas d'ailleurs le faire ensemble, le long d'un courant finalement où chacun va avoir intérêt à avoir une gestion durable. En termes de contrôle, et voilà, puis je finirai peut-être sur un aspect peut-être positif, sur deux aspects très rapidement. Premièrement, c'est qu'en fait, le progrès technologique nous a donné accès à un nombre de données complètement folles, notamment la capacité de suivre les flottes de pêche à distance. Bon, il faudra améliorer encore ces données, mais on a quand même accès à beaucoup de données. Et sur cet aspect, la transparence des données, y compris remontée par les pêcheurs locaux, en fait, est extrêmement valuable.
serait extrêmement intéressante. Et dernier point, l'avantage aussi sur le secteur des pêches, et je finirai là-dessus, en environnement, on se retrouve souvent dans des dynamiques qui sont impossibles à freiner, impossibles à inverser. Je parle du changement climatique, la réduction de la biodiversité globale, etc. Secteur des pêches, en fait, on est quand même dans un secteur où on peut, a priori, en limitant les captures, avoir des vraies améliorations. Et c'est le cas de la zone atlantique en France, par exemple. Donc voilà, je finirai sur ces mots. Merci beaucoup de m'avoir entendu. Merci beaucoup, Henri. Donc, merci pour l'état des lieux, aussi pour les pistes envisagées et puis pour les notes finales positives. Ça fait toujours plaisir à entendre. Bon, malheureusement, ça confirme quand même, votre présentation confirme quand même un état de lieu de surexploitation claire des ressources halieutiques et ça nous renvoie encore une fois à la nécessité d'améliorer la gestion de la ressource. Et du coup, je vais passer la parole à Tristan Ischlinger pour présenter donc, comme je vous le disais en introduction, les négociations qui ont lieu actuellement entre les membres de l'OMC pour limiter les subventions et tenter d'améliorer la durabilité des ressources marines. Je vous laisse la parole, Tristan. Merci. Merci beaucoup, Émilie. Bonjour à tous. Je suis enchanté d'être là pour pouvoir parler des subventions à la pêche et des négociations à l'OMC. Bravo aussi à Giovanni et à Henri pour deux excellentes présentations et puis à Giovanni pour le rapport que j'ai également trouvé très intéressant. Peut-être en guise d'introduction, un graphique qui présente le même message, hein, que ce qu'on a entendu dans les présentations d'avant. Ça illustre la surexploitation croissante des ressources halieutiques marines dans le monde. Donc ça, c'est un graphique qui vient du dernier rapport de la FAO sur l'état du secteur de la pêche dans le monde. Et on voit que la proportion de stocks surexploités est à 34%, et également que la part de stocks sous-exploités est en constante diminution pour atteindre 6% aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une possibilité d'accroître l'effort de pêche dans une part très limitée des pêcheries, des pêches mondiales. Les graphiques suivants, peut-être pour illustrer la situation dans une partie de l'Afrique, c'est une étude qui date un petit peu de 2004, mais simplement pour illustrer à quel point ça peut être frappant les effets de cette surexploitation. On voit ici la différence de concentration dans l'abondance de certains types de stocks de poissons, les petits pélagiques en Afrique de l'Ouest, et on voit que la concentration était vraiment extrêmement grande en 1960 comparée à ce qu'elle est aujourd'hui. Et on sait qu'un des grands facteurs qui contribue à cette diminution, c'est la surpêche, l'effort de pêche excessif, avec les conséquences qu'on sait sur les stocks de poissons, mais également sur les populations qui en dépendent. Donc, s'agissant des négociations à l'OMC, elles ont été lancées essentiellement en reconnaissance du fait que les subventions à la pêche peuvent contribuer à la surpêche en réduisant les coûts de la pêche et donc en rendant la pêche profitable dans des situations où elle ne le serait pas en l'absence de subventions. Elles ont été lancées il y a un petit moment maintenant, hein, il y a plus de 20 ans, avec différentes phases plus ou moins actives dans les négociations, jusqu'en 2015 où elles ont été vraiment redynamisées par les objectifs de développement durable de l'ONU. On espérait une conclusion en 2020, puis en 2021, il y a 1 ou 2 semaines là, mais les 2 fois, elle a été repoussée, notamment à cause de la pandémie de Covid-19 et de l'impossibilité de négocier en personne pour les négociateurs. Mais on peut quand même dire qu'à l'heure actuelle, au vu du processus, on est vraiment plus proche que jamais d'un accord d'un point de vue des diverses positions et de la manière dont elles ont graduellement convergé au cours des derniers mois. Et on peut espérer qu'il y ait un accord en 2022. La grande question, ce sera de savoir si les membres de l'OMC reviennent à la table de négociation avec une motivation intacte en début 2022. En termes de champ d'application, les nouvelles règles qui sont envisagées, et donc il y a un projet d'accord qui a été mis sur la table par le président des négociations, elles s'appliqueraient
pas à l'intégralité du secteur de la pêche et de l'aquaculture. Donc, ça se focaliserait vraiment sur la pêche de capture marine et les activités qui sont liées à la pêche en mer. Ce que ça veut dire, c'est qu'on exclut l'aquaculture, la pêche dans les eaux intérieures et toutes les activités qui peuvent se dérouler à terre. Donc, tout ce qui est lié aux infrastructures, à la transformation, par exemple, ne serait pas couvert. C'est important de souligner également qu'une subvention, au sens où on l'entend à l'OMC, elle peut prendre diverses formes. Donc, le côté traditionnel, transfert de fonds, évidemment, mais il y a aussi d'autres mécanismes qui sont considérés comme subventions, dont l'abandon de recettes publiques, hein, quand certains secteurs sont taxés dans toute l'économie et puis on a une exemption de taxes pour certains secteurs. Mais aussi le fait qu'un gouvernement fournisse des biens et des services à prix réduit à certains secteurs, ou alors des mécanismes de soutien de revenus et des prix par intervention gouvernementale. Et finalement, l'accord couvrirait ce qu'on appelle les subventions spécifiques à l'OMC, ce qui est un terme barbare de l'OMC pour dire que c'est des interventions qui bénéficient essentiellement à un secteur ou à un groupe de secteurs, et donc pas à l'économie dans son entier. Donc, de quelles règles on parle aujourd'hui à l'OMC? Il y a essentiellement 3 grands piliers dans les négociations. Le premier, ce serait une interdiction de subventionner les navires et les opérateurs qui s'engagent dans de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Le deuxième, c'est une interdiction de subventionner la pêche de stocks qui sont déjà considérés comme surexploités aujourd'hui. Et on a vu dans les présentations qu'il y en a un certain nombre. Et enfin, le troisième pilier, la règle principale dans ce pilier-là, ce serait une interdiction des subventions qui favorisent la surpêche et la surcapacité de manière plus large, hein, sans qu'il y ait forcément une détermination qu'un stock est surpêché déjà aujourd'hui. Et puis, il y a un nombre de questions transversales, dont la plus importante est sans doute le traitement spécial et différencié pour les pays en voie de développement. C'est un principe qui est appliqué à l'OMC et qui veut que les pays en développement ne prennent pas les mêmes engagements que les pays développés dans le cadre des nouvelles règles ou des accords qui sont négociés. Sur la pêche INN, comment est-ce que l'interdiction pourrait fonctionner? Donc, dans le projet d'accord, l'approche qui est envisagée, c'est une interdiction de subventionner les navires et les opérateurs à partir du moment où il y a une détermination de pêche INN qui est faite. Et cette détermination, elle peut être faite soit par l'État côtier, pour les eaux qui sont sous sa juridiction, ou alors par l'État du pavillon, ou alors par une organisation régionale de gestion de la pêche, notamment pour la pêche en haute mer, où personne n'a de juridiction en termes d'eau territoriale. À noter que l'État qui subventionne peut moduler la durée de cette interdiction, en tout cas en vertu du projet d'accord actuel, mais qu'il y a quand même une durée minimum qui est inscrite dans le projet. Et le traitement spécial et différencié pour les pays en développement, en voie de développement, il est relativement limité, donc c'est une période de grâce qui est envisagée. Ça veut dire que l'interdiction s'appliquerait, mais qu'il n'y aurait pas de risque de se retrouver devant l'organe de règlement des différends de l'OMC pendant 2 ans. Donc l'interdiction s'applique, mais la manière dont elle est mise en application est différente et un petit peu moins rigide et stricte pour la première période de 2 ans. Concernant les stocks surexploités, c'est un petit peu le même principe. Il y a une interdiction de subventionner la pêche à partir du moment où il y a une certaine détermination qui est faite, une détermination qu'un stock est surexploité. Elle peut être faite par soit l'État côtier pour les eaux sous sa juridiction, soit par une organisation régionale de gestion de la pêche. Par contre, ce qui est important de mentionner, c'est qu'il y a une flexibilité qui est inscrite dans le projet d'accord qui veut qu'on peut en fait continuer à subventionner dans la mesure où soit ces subventions, soit d'autres mesures de gestion de la pêche sont mises en œuvre pour reconstituer le stock à un niveau durable. Donc, si on a certaines mesures de gestion de la pêche pour s'assurer que le stock est en train de se reconstituer, alors le subventionnement est toujours autorisé. Le traitement spécial et différencié, c'est essentiellement le même principe que pour l'interdiction d'avant sur la pêche INN, c'est-à-dire qu'il y a une période de grâce de 2 ans. A priori,
l'interdiction s'applique, mais c'est simplement qu'il ne peut pas y avoir de cas qui est amené devant le mécanisme de règlement des différends pour la première période de 2 ans. Le troisième pilier concerne la surpêche et la surcapacité. Et ici, on est sur un pilier qui est un petit peu plus large en termes de ce qu'il couvre. Et il y a vraiment une règle principale et 2 autres petites règles. Donc là, on se focalise sur l'approche principale, la règle principale, qui veut que les subventions qui contribuent à la surpêche et la surcapacité soient interdites et qui spécifie en fait qu'il y a une liste de certains types de subventions qui sont considérées comme subventions qui favorisent la surpêche et la surcapacité, dont les subventions liées à l'acquisition et la rénovation de navires, l'achat de machines et d'équipements, ou encore les frais de carburant. Mais il y en a d'autres. C'est juste 3 exemples. Ici aussi, on a une flexibilité similaire à celle qu'on a vue pour les stocks surexploités, c'est-à-dire que le subventionnement peut continuer dans la mesure où il y a des mesures de gestion de la pêche qui sont mises en œuvre pour maintenir les stocks à des niveaux durables. Et enfin, peut-être important de noter que le traitement spécial et différencié pour les pays en voie de développement est un petit peu plus important dans ce pilier parce que les règles couvrent aussi plus de subventions. Et donc ça inclut alors une période de transition pour tous les pays en voie de développement dans leur zone économique exclusive, mais aussi sous la compétence des organisations régionales de gestion de la pêche. Il y a une exception permanente pour les plus petits pays, donc pour les pays les moins avancés, ainsi que pour les pays qui représentent moins de 0,7% des captures mondiales. Donc, eux, ils sont totalement exemptés de cette règle-là. Et il y a également une exception permanente pour tous les pays en voie de développement, mais seulement pour la pêche artisanale. Donc, ça veut dire que certains pays qui représentent plus que 0,7%, ils bénéficient quand même de cette exemption qui s'applique à la pêche artisanale. Très brièvement, il y a aussi 2 autres interdictions qui concernent la pêche dans les eaux qui sont au-delà de la juridiction nationale et la pêche par des navires qui ne battent pas le pavillon de l'État qui subventionne. Mais je pense que ça, c'est pas sur quoi on se focalise ici. Quelques chiffres clés pour l'Afrique, pour essayer de dégager certaines implications de ces règles qui sont actuellement discutées à l'OMC. Donc, il y a plusieurs études, il y a plusieurs estimations, mais la dernière étude dont je suis conscient faisait état de 85% des stocks pêchés au-delà des niveaux durables en Afrique, dont 28% à des niveaux alarmants, donc c'est-à-dire vraiment très bas en termes d'abondance et de biomasse. Deuxième élément, les flottes non africaines qui opèrent en Afrique représentent une part substantielle du secteur et de ce qui est capturé. Donc, 1/3 des captures, tout stock confondu et tout type de pêche confondu, 45% pour la pêche industrielle, donc encore plus pour la pêche industrielle. Et ces flottes non africaines, elles sont soutenues par des subventions gouvernementales assez importantes, donc presque de l'ordre d'1,724 milliard. Donc voilà, c'est important de garder ça en tête quand on pense aux implications de cet accord. L'Afrique, c'est une des régions qui accorde le moins de subventions à son secteur de la pêche, donc juste 3% des subventions qui pourraient être couvertes par un accord à l'OMC. Mais une grande majorité de ce soutien gouvernemental, de ces subventions, prend la forme de subventions qui accroissent la capacité de pêche. Et donc, ça peut s'avérer risqué d'un point de vue de la durabilité, parce que si on intervient de manière à accroître l'effort de pêche dans un contexte où il y a une gestion de la pêche relativement peu stricte, évidemment, ça peut amener l'effort de pêche à être au-delà des niveaux durables. Et enfin, l'Afrique, c'est aussi la région qui octroie la plus grande part de ses subventions à la pêche artisanale, à savoir 34%. Un dernier slide pour essayer d'articuler quelques implications concrètes sur cet accord et ce qu'il pourrait signifier. Premièrement, on peut estimer que comme l'Afrique subventionne peu, en réalité, il y a peu d'intérêt défensif aujourd'hui à protéger des mesures qui sont actuellement mises en place.
Alors, ce sera peut-être moins le cas dans le futur, mais en tout cas, pour l'instant, les intérêts défensifs sont relativement limités comparés à d'autres régions qui ont tendance à plus subventionner. Maintenant, les subventions octroyées par les États africains, elles tendent à accroître la capacité de pêche. Et donc ici, on peut se poser la question de savoir si, dans un contexte où la gestion des ressources peut être améliorée et n'est pas tout le temps très stricte, est-ce qu'une réforme pourrait être utile de toute manière, ou tout au moins une évaluation de l'impact de ces subventions pour voir si véritablement elles favorisent le développement durable et une profitabilité durable du secteur de la pêche. On a vu aussi que le secteur de la pêche artisanale est très important en Afrique. Donc ici, on peut voir qu'il y a une vraie utilité de ces flexibilités dans les règles pour ce type de pêche. On peut se poser la question de savoir s'il serait mieux que ces flexibilités soient permanentes, comme c'est actuellement envisagé, ou alors temporaires, pour qu'il y ait quand même des incitations à améliorer la gestion de la pêche et à réformer les subventions dans le cas où elles favoriseraient des pratiques de pêche non durables. S'agissant de la mise en œuvre, on peut se demander ce qu'il faudra mettre en place pour mettre en œuvre cet accord. Et en résumé, je pense que ce qu'il faudra vraiment mettre en place, c'est des mécanismes de coordination. C'est des mécanismes de coordination qui mettent en lien les autorités en charge de la gestion de la pêche et celles en charge de l'octroi de subventions, parce qu'on a vu que la manière dont les règles sont actuellement envisagées, dont elles sont construites, met toujours en lien certaines décisions, certaines déterminations qui sont faites dans la sphère de la gestion de la pêche et qu'on conditionne l'octroi de subventions ou l'entrée en matière des interdictions à ce type de décision. Donc c'est vraiment ça qui serait important. Évidemment, dans le cas où certaines subventions s'avèrent être interdites par l'accord, il faudrait les réformer ou alors renforcer les mesures de la gestion de la pêche qui pourraient permettre de continuer ce type d'intervention. Et enfin, mon tout dernier point, c'est que d'un point de vue offensif, je pense qu'on peut vraiment percevoir cet accord et ces règles possibles comme un outil supplémentaire pour lutter contre la pêche INN et contre la surpêche. On a vu que la pêche INN, et c'est largement reconnu que la pêche INN est un problème global dans les pêches du monde entier, mais en particulier en Afrique. Donc ici, il y aurait vraiment un moyen de pouvoir lutter contre et dissuader les flottes qui s'engagent dans ce type d'activité en faisant planer la menace d'une disparition de leurs subventions. Et on sait que beaucoup d'entre elles sont profitables uniquement grâce aux subventions. Donc on peut penser que ça aurait un effet dissuasif. Et enfin, on peut estimer que c'est aussi une opportunité de diminuer la pression de pêche étrangère, notamment sur les stocks qui sont déclarés comme surexploités ou lorsqu'il y a des subventions qui sont considérées comme favorisant la surpêche, afin que les États africains puissent capturer une plus grande part des bénéfices qui sont générés par leurs ressources halieutiques dans leur zone économique exclusive. Je m'arrête là. Je vous remercie pour votre attention et j'écoute vos questions volontiers s'il y en a. Merci beaucoup, Tristan. C'était encore une fois très clair. Merci pour la qualité de vos présentations respectives. Alors, j'ai suivi un peu le chat en même temps que vos présentations. Et donc, j'ai relevé un certain nombre de questions qui finalement s'adressent un peu à chacun de vous. Donc, si vous voulez bien, je tente de vous les distribuer, mais n'hésitez pas à me dire si toutefois vous ne sentez pas d'y répondre ou vous préférez passer la main à un autre participant. Henri, j'ai remarqué que vous aviez noté un intérêt pour une des questions qui était la suivante. Donc, pour la surexploitation, quels sont les acteurs finalement? Est-ce qu'on est capable de distinguer les acteurs qui sont responsables en majorité de la surexploitation qu'on observe? Je ne sais pas si vous voulez y répondre, Henri. Oui, en fait, je voulais juste rebondir effectivement sur… En fait, effectivement, il y a une question d'acteurs et les acteurs, ils sont nombreux. D'ailleurs, Tristan vient d'en parler. C'est à la fois des flottes étrangères, c'est les flottes industrielles nationalisées, c'est les flottes locales. Mais je pense que le principal raison de la surexploitation, c'est l'absence de gestion, on va dire, centralisée, globalisée, où on prend en compte justement ce que chacun…
enfin, à la fois qu'est-ce que l'écosystème est capable d'absorber comme pression de pêche, quel est le nombre de poissons et comment on les prélève aussi, ce qui est très important. Et comme en fait, il n'y a pas de suivi de ce qu'un écosystème est capable capable d'encaisser comme choc. Finalement, chacun pêche, même la façon dont les quotas sont distribués très largement, à part dans certains cas de certaines pêcheries de pays développés, il n'y a pas une régulation très fine, parce qu'en plus, il y a un vrai manque de données, comme Giovanni l'a souligné pour les données fiscales. Mais en fait, sur les données de pêche, c'est pareil, parce que c'est des stocks qui sont aussi moins évalués que des stocks comme des stocks de l'Atlantique Nord. En mer du Nord, ça fait 50 ans au moins qu'on a un suivi assez précis des populations de poissons. Là, c'est pas du tout le cas pour une grande partie des stocks des pays africains, quoi. Donc, en fait, je pense que c'est pas tant des acteurs que l'absence de la coordination de ces acteurs et l'absence de contraintes aussi, quoi. Très bien, merci. Tristan, est-ce que peut-être vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus aussi? La question était intervenue aussi pendant votre présentation. Il y a eu pas mal de questions. Bon, vous avez répondu à un certain nombre d'entre elles, mais je vous les donne quand même. En quoi les subventions à la pêche entraînent la surexploitation de la pêche? Quelles sont les sanctions liées à la surexploitation de la pêche? Et une question aussi intéressante sur comment fait-on pour réussir à faire une distinction claire entre la pêche artisanale informelle et les grands bandits, et comment finalement la politique fiscale ou les sanctions peuvent-elles permettre de jouer un rôle sans pour autant marginaliser les pêcheurs artisanaux. Voilà, je vous donne un peu en vrac les questions qui ont été posées durant votre intervention, Tristan, si vous voulez y apporter des éléments de réponse. Oui, absolument. Alors, peut-être sur la question des acteurs de la surexploitation, je suis totalement d'accord avec ce qu'Henri a souligné. Peut-être juste indiquer que nous, on avait effectué certaines études de cas sur des pêcheries dans le monde pour voir l'impact des subventions à la pêche et des règles potentielles de l'OMC. Et il y avait notamment une étude de cas sur la sardinelle en Afrique de l'Ouest. Ce qu'on a vu dans ce cadre-là, c'est que c'est vrai que des fois, il y a des types de pêche tellement différents, qu'on cible des espèces différentes, qu'il n'y a pas de compétition directe pour les mêmes stocks, mais dans certains cas, cette compétition directe, elle est vraiment réelle. Et notamment dans le cas des petits pélagiques et de la sardinelle en Afrique de l'Ouest, on a vraiment des flottes industrielles énormes qui sont en compétition avec des acteurs de pêche vraiment artisanaux, et ça crée vraiment ces dynamiques qui peuvent être conflictuelles parce qu'on est sur une compétition pour la même ressource qui est biaisée en faveur des flottes les plus subventionnées, qui sont souvent les flottes de pêche en eau lointaine qui reçoivent des subventions gouvernementales importantes. Sur la question de en quoi les subventions à la pêche entraînent la surexploitation de la pêche, peut-être répondre simplement en soulignant qu'il y a quelque chose de contre-intuitif dans le secteur de la pêche, c'est que plus on met d'efforts à produire, plus on ne produit pas forcément. La courbe de production, elle est très différente d'autres secteurs où plus on met d'intrants, plus on va avoir de production à la fin. Dans le secteur de la pêche, on est totalement dépendant de la capacité des stocks de poissons à se reproduire. On collecte du poisson qui est produit par la nature, mais on doit prendre en compte la capacité de ces stocks à se régénérer. Et ce que font souvent les subventions à la pêche, c'est que suivant la manière dont elles sont octroyées et la forme qu'elles prennent, typiquement l'exemple des subventions au carburant, elles favorisent réellement un effort de pêche accru. Quand on donne des subventions au carburant, la seule manière d'en bénéficier, c'est d'aller pêcher plus et d'utiliser plus de carburant. Donc, on est vraiment sur une dynamique qui donne une incitation à pêcher plus. Et ça, dans ce cadre de production où pêcher plus ne veut pas forcément dire produire plus de poissons, ça peut amener à des rendements qui décroissent, voire à des stocks qui disparaissent pas, mais qui sont vraiment à des niveaux très très faibles comparés à ceux qui pourraient être, en partie dû aux subventions à la pêche. Je regarde les autres questions pour voir s'il y avait quelque chose, peut-être sur la question des sanctions liées à la surexploitation de la pêche.
À mon sens, s'il n'y a pas d'accord qui est conclu à l'OMC aujourd'hui, il n'y a pas réellement de sanctions, du moins au niveau international, pour la surpêche, à part dans le cadre des organisations régionales de gestion de la pêche, dont certaines ont des systèmes de quotas assez stricts, et donc le fait de pêcher au-delà des quotas peut amener à avoir des sanctions. Mais c'est des pêcheries qui ont une grande valeur commerciale, mais c'est de loin pas tous les stocks ou toutes les espèces. Dans le cadre de l'accord sur les subventions à la pêche à l'OMC, ça pourrait donner lieu à des sanctions d'ordre commercial qui font partie de la panoplie d'outils juridiques qui sont disponibles à l'OMC. Et donc, ça pourrait donner une nouvelle incitation à repenser les subventions dans le cadre où elles contribuent à la surpêche ou à la pêche de stocks surexploités ou la pêche INN. Voilà. Je crois Merci beaucoup, Tristan. Oui, effectivement, je pense que vous avez apporté pas mal d'éléments de réponse. Je vais en revenir à une remarque qui a été faite au tout début de la présentation, Giovanni. Je vais essayer de réduire le début de parole pour qu'il y ait le temps pour la traduction. Il y a eu une remarque sur les activités de transformation industrielle. Donc, effectivement, si on revient à la question initiale qui nous a conduit à aller vers cette recherche-là et ce rapport, on se posait la question de savoir dans quelle mesure on pouvait mobiliser des ressources sur le secteur halieutique. C'était un peu la question d'origine. Effectivement, la taxation, c'est un outil indispensable à la mobilisation des ressources, mais ça génère des distorsions qui occupent beaucoup les économistes. Comme vous l'avez dit, Giovanni, quelque part, c'est comme ça qu'on a pensé la fiscalité dans ce secteur, puisque l'idée, c'était de générer des distorsions volontairement pour essayer d'atteindre une exploitation optimale de la ressource. Mais comme vous l'avez noté, c'est politiquement pas acceptable compte tenu du niveau de taxation qui serait nécessaire pour une bonne gestion de la ressource. En même temps, vous l'avez très bien expliqué également dans votre rapport et dans la présentation, une taxation spécifique du secteur, elle serait justifiée uniquement si on avait une rente. Et donc, s'il y avait une réduction de l'accès à la ressource et que si elle était bien gérée, donc comme ce n'est pas le cas finalement, cette remarque, je trouve qu'elle est pertinente, puisqu'est-ce que finalement le seul moyen de mobiliser les ressources sur les ressources halieutiques, c'est la fiscalité traditionnelle, et est-ce que du coup finalement le seul moyen, c'est le développement d'activités à haute valeur ajoutée? Alors, je sais que dans votre rapport, vous avez fait une étude de cas, vous avez distingué le cas du Sénégal et de l'Ouganda, où il y a, il me semble, de la production nationale à forte valeur ajoutée, la Mauritanie moins et la Guinée pas du tout. Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Est-ce que vous conclurez qu'effectivement, à moyen terme, c'est la seule manière d'améliorer la mobilisation des ressources sur ce secteur? Est-ce que vous avez pu observer une corrélation entre la présence d'activités de transformation et la mobilisation des ressources durant votre étude ou pas? Voilà. So definitely, in theory, there should be. En théorie, cette corrélation devrait exister, mais en pratique, du fait de l'absence de données factuelles, il n'a pas été si facile que cela d'observer cette corrélation directement dans le contexte de l'étude. Nous n'avions pas les chiffres, par exemple, pour le Sénégal, où il y a une activité de transformation. Donc, c'est très difficile à observer. Mais il n'y a aucune raison de soupçonner a priori que ce n'est pas le cas. Mais il y a tout de même un certain nombre d'observations à faire. Dans le cas de l'Ouganda, où nous avons eu une assez longue discussion avec certains des responsables impliqués dans la taxation du secteur, une des choses qu'on a remarqué, c'est que, comme c'est souvent le cas, dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, mais pas seulement dans ces pays-là, qu'il y avait un certain nombre d'encouragements en place, d'incitations en place pour attirer des capacités de transformation du côté ougandais, plutôt que du côté tanzanien, par exemple. Et donc, ces entreprises existent
Et il y avait des niches fiscales offertes à ces entreprises pour qu'elles s'installent du côté ougandais. Donc, une source potentielle importante de revenus fiscal a été abandonnée d'avance par l'État pour attirer ses capacités de transformation. Et ce qui s'est passé, c'est que les entreprises trouvaient les solutions les plus créatives au bout des 10 ans d'exonération fiscale en déménageant, par exemple, pour continuer à bénéficier de ces exonérations. Dès qu'il y a des incitations fiscales pour des politiques industrielles particulières, on retrouve ce genre de situation. Il se peut qu'il y ait des cas où les incitations fiscales ont de bonnes raisons fondamentales d'être mises en place, mais dans certains cas, il n'y a pas d'évidence sur l'utilité qu'elles pourront avoir à long terme si elles ne sont pas bien gérées. La Mauritanie est un autre cas où on constate un peu la même chose. La Mauritanie a un très gros secteur de farine de poisson. Encouragé par l'État, avec des avantages fiscaux qui a signifié qu'il y a eu une grosse compétition entre les différents secteurs, sous-secteurs de la pêche. Quand on introduit ces encouragements fiscaux, l'argument, c'est que souvent, c'est que sans ces encouragements, aucune entreprise ne voudra s'installer. Mais une fois que les incitations sont en place, souvent on manque d'études. C'est intéressant, on l'a vu dans la présentation de Tristan également. Le type de subvention dont on discute à l'OMC ne couvre pas la transformation. Tout ce qui a lieu à terre ne fera pas partie des discussions. Donc, l'interdiction de certains types de subventions pourrait donner à certains États africains l'idée de se focaliser sur cet aspect de la chaîne de valeur. Mais ça, on ne peut pas le faire sans de bonnes études, une évaluation sur un certain temps. Et l'autre point intéressant dans le cadre des discussions de l'OMC, s'agissant de la création de valeur ajoutée, on pourrait dire que la pêche industrielle est plus rentable. Et donc, le fait de laisser les subventions artisanales pour la pêche artisanale en place pendant un certain temps peut faire sens. Si j'ai bien compris, tout pays qui veut laisser les subventions en place va devoir déclarer ces subventions à l'OMC. Et ce serait le meilleur moment idéal, le moment idéal pour commencer à regarder l'impact de ces instruments fiscaux. Il faut, je crois, saisir cette opportunité pour regarder l'impact économique. De tout cela. Quant à la mobilisation des ressources fiscales, budgétaires, oui, c'est sans doute, pour répondre à votre question, la meilleure façon de faire, d'aller vers la valeur ajoutée. Mais comment est-ce qu'on va le faire? Comment est-ce qu'on implique tous les acteurs qui sont déjà en place? Comment, dans quelle mesure est-ce qu'on est capable de coordonner les différents acteurs? Comme ça a été également mentionné dans les deux présentations, les poissons se déplacent d'une zone à l'autre, étant pour les acteurs régionaux
que pour les autres, tout cela a des effets. Ce qui se passe dans un pays ou dans une zone a un impact sur d'autres pays ou d'autres zones. Donc, je laisse maintenant, je rends la parole. Effectivement, merci pour votre réponse éclairée. Effectivement, on retrouve cette problématique des dépenses fiscales, des tax expenditures qu'on connaît bien au sein de la plateforme. Et vous avez raison, le point de départ de tout, que ce soit pour les incitations fiscales à l'investissement qui sont accordées à ces industries de transformation ou pour les subventions, sans doute que le point de départ à tout, c'est la transparence à la fois sur le coût et sur l'impact que ce soit de ces subventions ou de… Ah, j'ai coupé le son, désolée, merci pour cette réponse. Je ne sais pas, Fabienne, ce que tu souhaites faire. Est-ce que l'on ouvre les questions directement les gens puissent poser leurs questions en direct? Chez les spectateurs, j'ai personne qui ait levé la main. Après, il y a eu… Non, après, tout est dans les questions-réponses, en fait. Alors, il y a 2 nouvelles questions. Donc, au Sénégal, effectivement, il y a des activités de transformation. Giovanni en parle d'ailleurs dans son rapport. Pour une meilleure collecte des ressources fiscales liées à la pêche, devons-nous considérer les acteurs nationaux et internationaux comme complémentaires ou substituables? Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à l'une des questions posées. Je peux donner un début de réponse ainsi qu'une réponse précédente, donc les bandits locaux par rapport aux bandits en mouvement. Il est obligatoire pour chaque État de donner un accès ouvert à leur zone économique exclusive s'il n'y a pas une exploitation maximale déjà. Donc, on pourrait penser que ces 2 acteurs pourraient être substitués ou complémentaires. Si j'exploite les ressources au maximum de manière durable, je ne suis pas obligé de permettre l'accès à d'autres, à cette zone économique exclusive. Mais si je n'arrive pas, à ce moment-là, je suis obligé d'ouvrir l'accès. S'il s'agit de mieux collecter les ressources fiscales, cela dépend de comment ces acteurs, quel est le type de leur accès au capital, quelles sont leurs connaissances. Nous avons vu à quel point les ressources de pêche sont commercialisées aujourd'hui et échangées. Et notamment parce qu'il n'y a pas de restrictions douanières. Il y a très peu de connaissances dans les pays africains sur comment transformer le poisson pour l'export aux pays européens, notamment. Donc, il y aurait de la place pour une meilleure coordination entre les acteurs internationaux et les acteurs locaux. Il y aurait de la place pour de la coordination des activités de recherche. A priori, il n'y a pas de raison où on empêcherait une coordination internationale. Mais il faut voir quels sont les intérêts des 2 parties. Il faut donner de la valeur au rôle de chacun. C'est ça qui est important. Dans un monde idéal, les 2 sont complémentaires parce que chacun a ses connaissances propres et ces connaissances devraient être développées internationales, bien sûr. Mais je vois que Tristan a la main levée. Pour ajouter très rapidement, je souscris parfaitement à ce qu'a dit Giovanni, peut-être pour ajouter quelque chose sur la question de l'interaction entre les acteurs nationaux et internationaux et est-ce qu'ils doivent être complémentaires ou substituts.
Ça m'a rappelé une étude intéressante que je vais essayer de mettre dans le chat, je pense avoir le lien quelque part, de la FAO, qui a estimé que si les flottes africaines capturaient la quantité de poissons, enfin, capturaient ce que les flottes non africaines capturent aujourd'hui en Afrique, elles pourraient générer 8 fois plus de valeur économique que le revenu qui est aujourd'hui généré par ces accords d'accès. Donc, c'est intéressant parce que c'est toute la question du court terme versus le long terme et puis comment on peut marcher et avancer dans ce processus de transition. Je pense que ça démontre clairement qu'il y a plus de valeur à extraire de ces ressources pour le continent. Et c'est toute la question des incitations et de comment on met en place la dynamique pour y parvenir. Je vais voir si je retrouve le lien et puis je le mettrai dans le chat. FAO 2014, nous dit Giovanni, c'est peut-être ça la référence, non, Tristan? Oui, je l'ai là, je viens de le... Alors, ouais, je l'ai mis juste à Giovanni, je vais le mettre à tout le monde. Voilà, il apparaît maintenant. Super. Merci beaucoup. Je crois que s'il n'y a pas d'autres questions parmi les spectateurs, je pense que nous avons répondu à l'essentiel des questions qui ont été soumises à nos experts. Du coup, je crois qu'il me reste à remercier les intervenants pour la grande qualité de leurs interventions et des réponses aux questions et de vous remercier tous d'avoir assisté à ce webinaire, de nous avoir suivis. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et merci encore à tous et en particulier à nos 3 intervenants pour leurs prestations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Thank you, everyone. It's been a pleasure. Merci à tous. Au revoir.